Bonjour, je m'appelle le Dr Sarah Hartley, je suis médecin coordinateur de réseau Morphée et je vous souhaite le bienvenue à notre module de formation sur la mélatonine. Nous allons étudier les différentes formulations de mélatonine, leurs indications et comment prescrire. Avant de parler de la prescription de mélatonine, je vous propose un petit rappel sur sa fonction. En fait, toutes nos cellules ont une horloge qui rythme l'activité sur les 24 heures, par exemple la sécrétion des enzymes. Et les horloges périphériques ont chacun une période qui est un tout petit peu plus que les 24 heures. Donc, il faut mettre les horloges à jour tous les jours. Et cette mise à jour est faite par l'horloge centrale qui, lui, est contrôlée par les Zeitgeber. Qu'est-ce que c'est un Zeitgeber? C'est un signal externe qui donne le ton à l'horloge biologique centrale. Si ce signal de l'horloge centrale aux horloges périphériques est affaibli ou absente, les horloges peuvent commencer à se désynchroniser. Et le signal de mise à jour de l'horloge centrale aux horloges périphériques est la mélatonine qui est sécrétée pendant la nuit. La mélatonine est donc sécrétée par la glande pinéale qui, lui, est sous contrôle de noyau suprachiasmatique, donc l'horloge centrale. La sécrétion de la mélatonine donc commence même avant le coucher et s'arrête avant le lever le matin. Il faut savoir que l'exposition aux écrans, notamment la lumière bleue le soir, stoppe net la sécrétion de mélatonine. Il y a une boucle rétroactive sur le noyau suprachiasmatique qui, en fait, termine la sécrétion de mélatonine avant la fin de la nuit. Et il faut savoir que la mélatonine est sécrétée sans stockage, avec donc les pics irréguliers. Pour cette raison, les tests salivaires, bien qu'ils sont utiles pour détecter le début de sécrétion, ne permettent pas vraiment de mesurer la quantité sécrétée sur une nuit, qui nécessite des explorations un peu plus poussées, notamment des métabolites urinaires. Donc, globalement, la sécrétion normale de la mélatonine, on a déjà vu, commence avant le coucher et s'arrête avant le lever, avec un pic au milieu de la nuit. Mais cette sécrétion peut être totalement abolie chez un patient qui a un exérèse de la glande pinéale, pour, par exemple, un tumeur de la glande pinéale. Elle est aussi abolie chez les patients ayant une section haute de la moelle épinière. Il y a un long tractus qui lie le noyau suprachiasmatique à la glande pinéale. On sait aussi que l'âge peut modifier la sécrétion de mélatonine. La calcification de la glande pinéale diminue la sécrétion de façon assez notable chez environ 15% des plus que 55 ans et cette diminution dépend de l'âge de la patiente. On sait que certaines choses qui influencent l'horloge centrale, par exemple le travail posté, peuvent aussi diminuer la sécrétion. On sait que chez les patients qui, en fait, ont un retard de phase, ça veut dire qu'ils se couchent et se lèvent plus tard que les heures classiques, ont une sécrétion bien que normale, mais juste décalée dans le temps. Ça veut dire que si vous allez vous coucher systématiquement à 4 heures du matin, la sécrétion de mélatonine ne va pas commencer avant 2 heures du matin. Le profil est également modifié si vous êtes en situation de jet lag. Si par exemple vous êtes aux États-Unis, vous allez avoir une sécrétion de mélatonine qui est retardée, tout comme on voit pour les patients en retard de phase. Et enfin, certaines pathologies, notamment les troubles de spectre autistique, peuvent interférer de façon importante avec la sécrétion de la mélatonine, donnant même une inversion de courbe de sécrétion qui, lui, entraîne des troubles de sommeil très importants. Si on parle de la mélatonine exogène, donc la mélatonine en traitement, quelles sont ses fonctions? D'abord, en fait, la fonction principale de la mélatonine, comme on a vu, c'est un régulateur de phase. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a une influence sur le rythme de l'horloge biologique. Donc, en son fonction de régulateur de phase, il est utile pour
le syndrome de retard de phase. Ça permet de rétablir une phase normale. Ça peut être utile pour les troubles de sommeil chez les patients ayant des troubles de spectre autistique, encore une fois parce que ça remet l'horloge à sa place. Et enfin, l'insomnie de la personne âgée parce qu'on a vu qu'il y a une diminution globale de la sécrétion. Mais la mélatonine à forte dose, donc les doses supraphysiologiques, a aussi un effet soporifique. À ce titre-là, on l'utilise pour la sédation des enfants pour les EEG, à des posologies importantes de par exemple 10 mg. C'est utilisé aussi pour ses effets soporifiques chez les enfants atteints des troubles spectre autistiques. Ça agit sur la phase, mais ça permet aussi de faciliter l'endormissement. Et enfin, dans l'insomnie de la personne âgée, la prise de mélatonine peut aussi faciliter l'endormissement grâce à cet effet soporifique. Mais, je répète, la mélatonine n'est pas une hypnotique classique. Pour compliquer les choses, la mélatonine existe en deux formulations. D'abord, en libération immédiate. Sur le graphique à droite, vous pouvez voir qu'il y a un pic rapide suivi par une décroissance également très rapide de ce produit qui est métabolisé rapidement. La mélatonine en libération immédiate pure peut être préparée en préparation magistrale par les pharmaciens avec une posologie selon votre choix. Mais il existe aussi en vente libre. La posologie est toujours inférieure à 2 mg et souvent mélangée avec les plantes sédatives. Ensuite, on a la mélatonine en libération prolongée. Là, on a deux formulations. Le premier est le Cercadin et la deuxième est le Slenito. Et là, vous pouvez voir à droite en bleu la courbe de libération, là c'est du Slenito, qui montre qu'on a un pic qui est beaucoup moins important, mais une libération qui est prolongée sur la nuit et donc qui est plutôt proche à la libération naturelle de la mélatonine. Quid de la mélatonine à libération immédiate? Nous avons déjà vu que son effet est court. Le pic est rapide et la durée d'action est de 30 à 60 minutes. Son objectif, car la mélatonine à libération immédiate est un chronobiotique, ça veut dire qu'il agit sur le système circadien principalement, est d'avancer progressivement le début de la sécrétion endogène de la mélatonine. Il est utilisé donc pour les patients avec une sécrétion de mélatonine endogène a priori normale, principalement pour les patients ayant un trouble circadien, donc un retard de phase le plus souvent. Je vous montre à droite une actimétrie d'un patient avec un retard de phase. Vous pouvez voir qu'il s'endort spontanément aux alentours de 2 heures du matin et il se lève spontanément aux alentours de midi. Il est donc en retard de phase. La prise de mélatonine à libération immédiate bien avant le coucher va simuler le début de la mélatonine sécrétion normale et va stimuler la sécrétion endogène. La prescription de mélatonine à libération immédiate est donc pas utile pour les patients ayant une sécrétion a priori défectueuse, donc les patients atteints des troubles de spectre autistique et les personnes âgées. Et il faut toujours associer la prescription à des modifications comportementales. La mélatonine à libération immédiate toute seule, sans modification comportementale, ne peut pas modifier la phase du patient. Comment prescrire la mélatonine en libération immédiate? Je vous propose à droite une ordonnance type pour les retards de phase. On prescrit en préparation magistrale afin de contrôler la posologie et d'éviter la mélange qu'on trouve en vente libre avec les plantes sédatives. Je propose systématiquement pour les patients en retard de phase les modifications comportementales avec une heure de coucher mais surtout de lever fixe, l'exposition à la lumière de jour 30 minutes le matin et l'éviction de sieste la journée. Et il est très important de limiter l'exposition aux écrans le soir. Donc, les posologies pour les personnes en retard de phase, je propose 0,5 mg 3 à 4 heures avant le coucher pour démarrer
les systèmes du sommeil et pour avancer l'horloge biologique, et 2 mg au coucher qui sert typiquement, avec un petit effet sédatif, à faciliter l'endormissement. Ce traitement doit être poursuivi avec les modifications comportementales suivies scrupuleusement pendant 6 semaines, ce qui permet de stabiliser l'horloge avant qu'on puisse assouplir un tout petit peu les différentes règles comportementales. Une deuxième utilisation est pour le jet lag. En fait, le fait de traverser les fuseaux horaires vers l'ouest ne pose pas trop de problèmes parce que la personne se trouve un tout petit peu en retard de phase. En dehors des éveils un peu tôt le matin, typiquement, c'est assez bien toléré. C'est quand on voyage vers l'est que ça pose problème parce que la personne doit se coucher bien avant le démarrage de la sécrétion de mélatonine et donc trouve l'endormissement très compliqué. Nous proposons 2 mg au coucher de mélatonine qui associe un petit effet sédatif avec l'effet chronobiotique et on encourage la personne de s'exposer à la lumière de jour le matin avec une heure de lever qui est fixe et adaptée justement à l'endroit où il se trouve. Typiquement, les jet lags se résolvent au bout d'une semaine, juste à temps pour que la personne retourne après ses vacances en France. Ensuite, on a la question de la mélatonine en libération prolongée. Là, on dispose de 2 formulations. D'abord, le Cercadin. Le Cercadin existe en comprimés de 2 mg qui sont relativement larges et il a l'AMM pour les insomnies chez la personne de plus que 55 ans. On a également le Slenito. C'est une préparation qui est destinée aux enfants. On a les formulations de 1 et de 5 mg. Les comprimés sont tout petits et il a l'AMM pour l'insomnie de l'enfant de 2 à 18 ans qui présente un trouble de spectre de l'autisme et ou un syndrome de Smith-Magenis quand les mesures de l'hygiène du sommeil n'ont pas été efficaces. Si on commence avec la mélatonine en libération prolongée en formulation pour les personnes âgées, donc le Cercadin, comme je vous avais dit, il a l'AMM pour l'insomnie chez l'adulte de plus que 55 ans. On propose la prise d'un comprimé 2 heures avant le coucher pendant une période d'1 mois et personnellement, je trouve que si ce n'est pas associé à des consignes comportementales, ça ne marche pas. Les consignes comportementales essentielles sont d'avoir les heures de coucher et de lever fixes et d'assurer que le temps passé au lit est en adéquation avec les besoins, faisant attention à ne pas faire les siestes diurnes qui sont longues. Quid de l'efficacité? Je vous montre à droite justement une des études qui montre clairement que l'endormissement est beaucoup plus rapide chez les patients sous mélatonine en libération prolongée. Donc là, vous pouvez voir que la latence est avant traitement d'environ 80 minutes et après traitement, il est d'environ 50 minutes. Donc, il y a clairement une amélioration importante de la latence d'endormissement. On trouve aussi une augmentation du temps de sommeil et si les consignes comportementales ont été bien appliquées, typiquement, on a une heure de coucher un peu plus tardive avec un temps passé au lit un peu plus courte. Donc, notre autre formulation libération prolongée est le Slenito qui est adapté à la prise par un enfant et pour qui l'AMM est pour les enfants ayant un trouble de spectre autistique. Encore une fois, il faut toujours associer la prise à des modifications comportementales, notamment la mise en place d'un rituel de coucher, une augmentation de l'activité physique la journée, les horaires adaptés. La prise est de 30 à 60 minutes avant le coucher avec une augmentation progressive de la posologie passant de 2 à 5 et éventuellement à 10 mg. Attention, si à l'augmentation de dose, il semble que le traitement est moins efficace, il faut rediminuer la dose parce qu'on peut avoir un effet d'activation de boucle rétroactive qui diminue son efficacité. Je vous montre à droite les efficacités de ce traitement. On peut voir en violet l'effet justement de mélatonine en libération prolongée chez des enfants avec un trouble de spectre autistique
Et on voit surtout à 13 semaines qu'il y a une très grande amélioration de temps de sommeil avec une augmentation par environ 50 minutes, allié à une diminution de la latence d'endormissement à 13 semaines qui est d'environ 30 minutes. Donc, on a des réelles améliorations avec ce traitement qui afforde en plus un vrai aide aux familles en difficulté. Quels sont les effets indésirables de Slenito? On voit le plus souvent une somnolence est une asthénie. Avec le Cercadin en libération prolongée, en plus de ces deux effets secondaires, on peut voir aussi une modification de l'activité onirique. Les patients rapportent les rêves qui sont plus colorés, plus fréquentes. Quid des autres indications de mélatonine hors AMM? D'abord, chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, vous pouvez voir à droite, il y a un émoussement et une perte de profil de mélatonine en haut, les patients atteints de maladie d'Alzheimer, par rapport avec les patients en bas, âgés, mais sans maladie neurodégénérative, qui ont un rythme de mélatonine qui est conservé. Malheureusement, les études ne sont pas très probantes sur l'utilisation de mélatonine pour contrôler les troubles de sommeil et l'agitation vespérale, mais on peut toujours tester la mélatonine en libération prolongée chez ces patients. S'il n'y a pas d'amélioration, un traitement en continu n'est pas justifié. Ensuite, le trouble comportemental en sommeil paradoxal, maladie qui accompagne typiquement les troubles neurodégénératifs comme la maladie de Parkinson, avec une activation moteur la nuit, parfois avec des blessures. Là, on utilise la mélatonine en libération immédiate avec une posologie entre 2 et 12 mg et pour contrôler les mouvements nocturnes et éventuellement pour un effet neuroprotecteur. Pour ces patients, on propose une augmentation de la posologie toutes les 5 à 7 jours et, si besoin, l'association avec le Rivotril. Ensuite, les troubles psychiatriques. On sait qu'il y a des troubles de rythme circadien et des modifications de la sécrétion de mélatonine chez les patients atteints de la bipolarité et des troubles dépressifs majeurs. Chez les patients bipolaires, quelques études ont retrouvé une diminution de rechute chez les patients avec un traitement par mélatonine qui avait les rythmes qui étaient normalisés. Et chez les patients atteints des troubles dépressifs, on a très souvent les troubles de sommeil, des insomnies qui peuvent être améliorées par la prise de mélatonine, soit avec un antidépresseur, soit utilisant le valdoxan qui est un antidépresseur mélatoninergique. Enfin, le travail posté. Chez les patients atteints des troubles de sommeil qui ont un travail posté, il y a une inadéquation entre les horaires du sommeil qui sont obligés par le travail et le vrai rythme circadien. Chez ces patients, surtout s'ils ont un changement très rapide de leur poste, c'est difficile à agir sur le sommeil. Globalement, il semble que la prise d'entre 2 et 5 mg au coucher peuvent favoriser un sommeil un peu plus normal, mais encore une fois, ça dépend un tout petit peu le patient et la rapidité de leur changement de poste. Et en plus, si en fait ils retournent à des horaires dites normales quand ils ne sont pas en période de travail posté. Donc, en conclusion, la mélatonine est utile si elle est bien utilisée. Un traitement par mélatonine a pour objectif de moduler la phase de l'horloge biologique. Donc, en libération immédiate, elle est utilisée surtout pour corriger les troubles de rythme circadien. En libération prolongée, elle est utilisée pour traiter les insomnies chez la personne âgée et chez les jeunes avec des troubles développementaux. Finalement, la mélatonine en libération prolongée n'est pas remboursée sauf pour les patients jeunes atteints des troubles de spectre autistique. Il faut rappeler que chez les personnes âgées, le Cercadin n'est pas remboursé, tout comme toutes les formulations de mélatonine en libération immédiate. Donc, la mélatonine, un traitement utile, à bien utiliser et surtout toujours d'associer les consignes comportementales.
Je vous remercie pour votre attention.